de comportement appellent à la mobilisation et au maintien patriotique. Le chef de l'État s'est voulu clair. Le civisme doit être ancré dans notre vécu quotidien. Amsatou Sy. En 2013, le président Sall avait marqué les esprits en instituant la levée des couleurs. Au Palais de la République, comme dans toutes les institutions et services publics, l'acte est devenu un rituel, le premier lundi de chaque mois. Par cet acte civique, le chef de l'État, je le cite, disait « Tout doit nous amener à une compréhension plus simple du respect des institutions que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le civisme en lui-même est un des piliers fondamentaux de toute société qui se respecte. » Le président Macky Sall l'a très tôt compris et lance un appel solennel à la mobilisation et au maintien de la flamme patriotique et la conscience relationnelle qui nous porte les uns vers les autres. Il rappelle aussi dans son discours à la nation le respect des valeurs qui fondent la nation sénégalaise. Et toujours dans son souci de donner aux citoyens sa place et à l'administration son lustre d'antan, il dira « À tous les niveaux de responsabilité, l'autorité doit s'exercer, non comme un statut qui met son dépôt. Un message qui sonne comme un rappel à l'ordre, mais aussi au changement. Un changement qu'il voudrait qualitatif. Qualité dans le travail, mais aussi dans le comportement. Le chef de l'État ira même jusqu'à donner l'exemple de Mohamed Ba, ce jeune élève du lycée Lamine Gueye, qui dans une contribution disait « Le Sénégal de ressources matérielles et humaines suffisantes pour assurer son développement dans la dignité. Mais nous devons avoir la claire conscience qu'une dépendance économique prolongée nous mènera à terme à l'érosion de notre indépendance politique. Une indépendance qui est fêtée ce 4 avril dans le souvenir des sacrifices de notre peuple et l'espoir d'une émergence prochaine. Retour sur la visite du président de la Namibie au Sénégal. Le Sénégal et la Namibie gardent d'excellentes relations diplomatiques, des relations qui trouvent leur fondement dans l'aide que notre pays a apporté à la Namibie dans sa lutte d'indépendance. Des axes de coopération dans les domaines de la santé, l'agriculture, entre autres, sont venus les consolider. René Massiga Diouf. Entre le Sénégal et la Namibie, c'est une longue tradition d'amitié. Les deux pays ont longtemps cheminé ensemble dans la lutte pour l'épanouissement du peuple namibien notamment, une entente qui se traduit sur le plan diplomatique par des actes de solidarité et de soutien. La Namibie garde à ce titre en mémoire les jalons posés dans ce domaine par le Sénégal, des gestes manifestés durant la lutte de libération contre la colonisation, une lutte hardie qui a abouti à l'indépendance du pays le 21 mars 1990. Un soutien qui trouve ses racines dans le passé puisque le Sénégal a autorisé dès 1973 l'ouverture à Dakar du bureau de la SWAPO, sigle en anglais qui veut dire l'Organisation des peuples sud et ouest africains qui luttaient pour la libération totale du pays de la tutelle coloniale. Organisation d'ailleurs reconnue la même année par l'Assemblée générale de l'ONU comme représentant unique et authentique du peuple namibien. Pour parachever ce soutien, les exilés namibiens au Sénégal bénéficiaient d'un statut diplomatique et des bourses leur ont été accordées par l'État du Sénégal. Mieux encore, chaque 26 août était consacré par le Sénégal comme journée de solidarité à la lutte du peuple namibien. Les domaines de la coopération étaient consolidés et élargis lors de la dernière visite du chef de l'État dans le pays. Pour l'essentiel, il concerne la santé, secteur dans lequel la Namibie a un déficit de personnel d'encadrement, l'agriculture, l'environnement, le tourisme ou encore l'industrie. Le 26 août dernier, notre pays était l'invité d'honneur de la fête des héros de la Namibie. C'était en hommage au soutien historique de la diplomatie sénégalaise au peuple namibien. Dans la lutte pour son indépendance, le père de la nation namibienne, Sam Nujoma, avait salué avec force l'action du Sénégal et rendu hommage au président Léopold Sédar Senghor et au chef de l'État, Macky Sall, qui a à son tour salué l'excellence des relations sénégalo-namibiennes. Pape Biram Biganyaï. Séquence émotionnelle d'un jour de gloire. Un personnage charismatique, symbole d'une Namibie héroïque, au soir du 26 août 1966, entre désormais dans la légende. Il y a des êtres qui ne meurent jamais. Le docteur Sam Nujoma, leader historique de la libération du peuple namibien, entre dans l'immortalité. Il incarne le courage, le patriotisme, la justice. C'est lui qui a pris le destin de tout un peuple entre ses mains pour arrêter l'oppression colonialiste.
Grâce à lui, cette place est devenue mythique, le point de départ d'une lutte farouche. La première bataille de libération, c'est ici qu'il l'a livrée. En menant ses troupes à la victoire. Entre souvenirs et fierté du père de la nation namibienne, la dose émotionnelle atteint son paroxysme au moment d'évoquer l'apport inestimable d'un peuple frère, le Sénégal, à jamais lié à la Namibie par l'histoire et le symbole. Greatly appreciate the support the Republic of Senegal first under President Senghor. Nous apprécions beaucoup le soutien que la République du Sénégal nous a apporté, surtout le rôle joué par le président Léopold Sédar Senghor, qui avait reconnu la SWAPO. C'est ainsi que nous avions eu notre bureau à Dakar, financé par la présidence de la République. Voilà ce que le président Senghor a fait pour la Namibie. President Senghor has done for Namibia. Senegal played a very, very great role in the liberation of this country. Le Sénégal a joué un grand rôle pour la libération de la Namibie. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inviter le président Macky Sall à se joindre à nous pour ce jour qui est très important pour nous. On this very important and significant day, to be with us, and I must say, my people and I. Et je dois dire que le peuple namibien est très heureux que le président Macky Sall ait accepté de se joindre à nous. Nous nous excusons de célébrer cette fête dans une zone rurale et non dans la capitale. Nous avons fait ce choix parce que la lutte pour la libération de notre pays s'est essentiellement déroulée dans les zones rurales. Nous sommes donc très heureux que notre frère et sa délégation viennent à nos côtés pour célébrer cet événement. The liberation struggle of our country took place mainly in the rural areas. So we are happy that our brother and his delegation have joined us. Ce ne sont pas seulement des mots, mais des actes forts. Honneur au Sénégal, à son chef d'État, qui incarne pour la Namibie cette catégorie de leaders charismatiques africains, qui luttent pour la paix, la justice et la démocratie. Le président Macky Sall est élevé au rang de grand officier dans l'ordre national namibien, le plus ancien, le plus authentique. Il se nomme Welwitschia Mirabilis, First Class. En nous accueillant ici dans le Grand Nord namibien, point de départ de la glorieuse lutte armée pour l'indépendance, c'est tout le peuple sénégalais que vous honorez. Nous en sommes fiers et reconnaissants. Le Sénégal n'a pas hésité un seul instant à accomplir son devoir de solidarité en soutenant la lutte héroïque de nos frères et sœurs de la Namibie. Chez nous, au Sénégal, une sagesse populaire dit que les cœurs se parlent. Voilà pourquoi Feu Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant, avait ouvert toutes les portes à la SWAPO en lui octroyant un siège à Dakar. Et voilà pourquoi la diplomatie sénégalaise a soutenu sans faiblesse la juste cause namibienne au plan bilatéral et dans toutes les instances africaines et internationales. C'est le jour des héros. Au prix de leur sang, ils se sont sacrifiés au nom de la mère patrie. Certains n'ont pas eu la même chance que Sam Nujoma, devenu premier président de la Namibie libre, qui aujourd'hui rend hommage à ses compagnons tombés sur le champ d'honneur. Mais au-delà du leader héroïque, c'est toute une nation, toute l'Afrique, qui honore ses combattants de la liberté. Ce sont les héros de toute l'Afrique. Ce sont les héros de tous les peuples qui réclament la paix, la liberté et la justice. Au nom
du peuple sénégalais. Je salue la mémoire des martyrs de l'indépendance. Je rends hommage aux héros parmi nous. Je veux distinguer parmi ces héros l'honorable Dr Sam Nujoma, président fondateur et père de la nation namibienne, ici présent, ainsi que vous-même, Monsieur le Président Pohamba. L'hymne national du Sénégal aura retenti 3 fois sur cette place historique, remplie de symboles et de gloire. Le Sénégal et la Namibie sont désormais liés à vie, un destin qui a réuni 2 peuples, 2 nations, épris de paix et de justice. Cet endroit est devenu un lieu de pèlerinage où la jeune génération vient puiser dans une source intarissable de courage et de gloire. C'est aussi un jour historique pour le Sénégal avec le leadership d'un chef d'État qui s'ouvre les portes d'une Afrique australe aux potentialités économiques immenses où le sens de l'honneur et de la solidarité reste à jamais gravé dans leurs actions. Nous avons sur ce plateau le ministre Abdoulatif Coulibaly, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher. Alors, avant de venir au discours du chef de l'État, je vais peut-être avoir votre avis sur le choix du président de la Namibie et de ce pays comme invité d'honneur de la fête de l'indépendance du Sénégal. Je pense que c'est une très très bonne chose. Nous qui avons la chance d'avoir fait l'université dans les années 70, nous avions à côté de nous, dans nos amphithéâtres, mais également dans la cité universitaire, des étudiants de Namibie, des étudiants d'Angola, de Mozambique, qui bénéficiaient d'une bourse octroyée par l'État du Sénégal et qui avaient les mêmes privilèges que nous et qui avaient des passeports sénégalais. Je m'en souviens très très bien. Je pense ici à Carlos Even, qui était un Mozambicain. Je pense également à notre Namibien, Joseph, pour vous dire que le symbolisme attaché à ça est un symbolisme parfaitement justifié, compte tenu de l'histoire, et le journaliste a bien fait de parler de relations historiques. Le Sénégal a participé beaucoup dans le combat pour la libération de l'Afrique, non seulement en accueillant les mouvements de libération sur son territoire, mais également en conduisant une diplomatie très active aux Nations Unies et au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. Ce n'est que justice aujourd'hui si effectivement la Namibie a pensé inviter le président Macky Sall, qu'il a rendu également au président Pohamba, qui est arrivé aujourd'hui chez nous, et pour venir assister à la fête de l'indépendance. Il y a un symbolisme remarquable dans les 2 gestes, et ce symbolisme-là traduit naturellement la relation qu'il y a entre les États africains, surtout la solidarité panafricaine au moment de la guerre de libération. En Namibie, Mozambique, en Guinée-Bissau à côté, et ailleurs également sur l'ensemble du continent africain. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, vous êtes là donc pour aborder avec nous le discours à la nation du président de la République. Alors, pour commencer, quelle analyse vous en faites-vous? Vous avez d'ailleurs, les journalistes qui m'ont précédé sur ce plateau, fait des analyses assez pertinentes. De toute manière, le président de la République a rendu à ces discours le symbolisme qui s'y attache, en mettant en évidence le rôle des forces armées dans la prospérité de la nation, mais également dans la défense de la nation. Également en rendant hommage aux jeunes, également en faisant état des perspectives qui se dessinent par rapport à la politique qu'il propose aux Sénégalais, et en mettant l'emphase sur l'équité territoriale, pour moi qui est une donnée essentielle dans sa politique, mais également en mettant l'accent sur un projet majeur qu'il a présenté à la communauté internationale depuis le 24 février dernier, mais un projet également qui demande un appui fondamental de la communauté internationale, mais qui est essentiellement financé par les ressources publiques nationales. Et ça, il l'a souligné de façon pertinente. Je pense que ce n'est pas courant de voir des projets de cette nature où quasiment 50% des ressources nécessaires sont financées sur le budget propre. Et ça, je pense que c'est à encourager en Afrique parce que, évidemment, nous ne pouvons pas faire le développement de nos États si nous devons gager l'ensemble des ressources qui doivent être mises dans ce développement à l'extérieur. Ce n'est pas possible simplement. L'ayant bien compris, le président Macky Sall a d'abord pensé que le PSC doit être financé par les Sénégalais. Mais surtout, il ajoute, à mon avis, une dimension essentielle. Le PSC sera ce qu'il sera la rampe de lancement du Sénégal, en autant que les Sénégalais veuillent bien changer, faire de la valeur travail une valeur essentielle dans leur comportement et comprendre qu'ils font un changement de mentalité radical et des pratiques également. Si vous regardez la pyramide qui assoit la base de développement du PSE, vous voyez en bas, on écrit capacité d'impulsion de l'État.
il n'y a pas que l'État. La capacité d'impulsion en général de tous les Sénégalais. Parce que le PSE, ça demande beaucoup d'argent, mais ça demande beaucoup d'efforts, également un changement de mentalité radicale par rapport à la valeur travail et par rapport à un certain nombre de comportements que nous avons vis-à-vis du travail, mais vis-à-vis du bien public également. Voilà. Alors le président appelle au travail, au changement de comportement, mais il a beaucoup insisté sur ces trois termes dont vous avez parlé, la jeunesse, l'emploi, les projets. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les choses s'accélèrent vraiment à partir de maintenant? Il faut dans la politique qui est proposée par le président de la République distinguer ce qui est du court terme, des mesures immédiates, des mesures immédiates, court terme, moyen terme et long terme. Si nous parlons du moyen terme et du long terme, il faut plutôt penser ici au PSE et ce que propose le PSE. Le PSE propose, de mon point de vue, un changement de paradigme radical, de pratique institutionnelle tout aussi radicale. Aujourd'hui, nous avons une formation des jeunes axée essentiellement sur la formation littéraire et la formation générale, dans une proportion de 90%. Si vous regardez le PSE, il faut inverser totalement la courbe en privilégiant la formation professionnelle pour que la jeunesse soit dans une position d'employabilité. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a une jeunesse qui est sur le marché du travail, bien formée à l'université, mais est-ce que cette jeunesse-là est formée en relation directe avec les besoins de l'économie? Ou est-ce que l'économie que nous avons actuellement est capable d'absorber cette main-d'œuvre-là? La réponse est évidente. La réponse est bien évidemment non. Et voilà que le PSE qui se propose la valeur humaine, une donnée essentielle dans sa mise en œuvre, pense qu'il faut inverser le mécanisme de formation des jeunes en privilégiant la formation professionnelle. Très bientôt, nous mettrons en place 7 lycées professionnels qui n'ont rien à voir avec les lycées techniques actuellement. La formation professionnelle alternée, duale, comme on aurait dit, qui alterne à la fois une formation in situ dans les institutions, mais également une formation en entreprise. Ce qui permettra à la jeunesse d'être dans une position d'employabilité, si bien que les entreprises qui seront nées dans la mise en œuvre du PSE puissent trouver la main-d'œuvre locale. J'ai suivi Paris, il y a un des hommes d'affaires français, je pense, qui a posé la question de savoir est-ce qu'ils vont trouver sur place une main-d'œuvre à la hauteur des ambitions et des demandes que cette nouvelle structure économique que nous proposons de mettre en place va nécessairement demander. C'est clair que le profil de formation que nous avons aujourd'hui ne peut pas répondre au type d'emploi qui devrait être proposé dans le cadre de la mise en œuvre de ce PSE-là. Il faut changer. Donc ça, c'est le plus ou moins long terme. Ensuite, vous avez le court terme. Le président l'a dit en disant que la BAD a dégagé une ligne de crédit de 19 milliards pour la promotion de l'emploi des jeunes, également pour les jeunes filles, 11 milliards par ailleurs. Je pense que ça, c'est des actions qui sont des actions nécessaires actuellement pour pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent bénéficier d'un travail. Mais le travail le plus important de mon point de vue, c'est le changement qui est préconisé à travers le PSE pour qu'on soit dans une économie de marché ouverte, mais qui permet également d'absorber le maximum de jeunes qui sont formés avec des profils d'emploi pertinents et en rapport direct avec ce que nous demandons sur le marché du travail. Vous avez également parlé tout à l'heure de la jeunesse de manière générale, de l'armée. Je pense que la fête de l'indépendance, c'est essentiellement la fête de l'armée. C'est ainsi qu'on l'a conçu depuis l'indépendance du pays et de la jeunesse. Demain, le défilé militaire en sera une preuve éloquente. Ça a toujours été le cas par les années où il n'y a pas de défilé militaire comme tel, mais une prise d'armes. Et même s'il y a une prise d'armes, ça prouve la centralité de l'armée dans la fête de l'indépendance et dans la célébration de cet événement majeur dans la vie institutionnelle de notre pays. Voilà. Cette fête de l'indépendance qui sera présidée demain avec ce défilé par le chef d'État, une première, donc depuis ces 2 ans, quelle signification faut-il donner à cela? Enfin, une première, pas du tout. Il a présidé quand même toutes les fêtes depuis qu'il a... Mais le défilé militaire. De la République, oui, bien sûr. Vous savez, bon, les années passées, je pense que c'était des raisons objectives qui faisaient qu'il y avait une prise d'armes liée à des considérations à la fois politiques et d'options du chef de l'État simplement. Cette année, on va faire un grand défilé militaire, ce qui est une très bonne chose. On renoue avec la tradition et on va la faire. D'ailleurs, cette tradition, on va renouer avec devant un hôte de marque qui est le président Pohamba. C'est à l'honneur du pays et c'est également, je pense, un choix adéquat. Après 2 ans de pause, quand il était compréhensible qu'au bout de 3 ans, qu'on puisse retourner à la tradition. On va y retourner. La symbolique, c'est la communion avec le peuple, la jeunesse. Tout à fait.
Vous voyez, si vous regardez demain, tous les Sénégalais seront devant la télévision. Mais je pense qu'il n'y a pas d'âge. C'est une communion qui sur place et d'autres également communient à travers la télévision nationale. Et à la fête, d'ailleurs, je me souviens quand on était plus jeune, il y avait des défilés même dans les villages les plus reculés avec des flambeaux. C'était quelque chose de magnifique. Je me souviens, j'étais jeune, on tenait des torches, on défilait dans les rues. Peut-être il y en a toujours, je ne sais pas trop, mais en tout cas dans les villages les plus reculés, c'est une fête qui est célébrée par tout le monde. Et tout le monde a hâte parfois que la fête arrive, surtout en particulier les jeunes. Vous voyez ce qui s'est fait sur le parcours du défilé. Il y a une présence massive des jeunes avec les majorettes depuis longtemps qui sont là. Et d'autres également à travers d'autres structures. Je pense que c'est dans une tradition républicaine qui est nécessaire, qu'on doit célébrer et qui magnifie la grandeur d'une nation, mais également magnifie par ailleurs, de façon générale, l'État en lui-même. Voilà. D'accord. Monsieur le ministre Abdoulaye Coulibaly, je vais vous remercier d'avoir bien voulu nous accompagner pour analyser un peu donc le discours du chef de l'État que vous avez pu suivre sur nos antennes. On va aller du côté de la place de l'Obélisque, retrouver nos équipes s'ils sont en ligne. Abibou Mbaye, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré. Alors, Abibou, quelle est l'ambiance sur place? Je vous entends mal, mais tout ce que je peux dire, cher, c'est que nous sommes ici à la place de l'Obélisque. Le tapis rouge est déroulé pour les hôtes du Sénégal. Les drapeaux flottent au gré du vent. La lumière brille dans tous les sens. Ici à la place de l'Obélisque, on peut dire que le décor est campé. On est prêt donc, cher, pour un défilé exceptionnel à l'occasion de ce 54e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Et pour en parler, je reçois le commandant de la zone militaire numéro 1, le colonel Cheikh Ahmed Tidiane Thioune. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir, Habib. Mon colonel, depuis 2010, il n'y a pas eu de défilé civilo-militaire ici à la place de l'Obélisque. Cette année, ce sera donc une première pour le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Est-ce qu'on peut dire, mon colonel, que tout est fin prêt? Oui, Habib, on peut dire actuellement que nous sommes dans les ultimes retouches, en tout cas au niveau de la tribune présidentielle et des autres tribunes. Les hommes sont prêts pour demain, les élèves et les enseignants qui les encadrent sont prêts pour demain, les engins et les matériels qui vont défiler demain également sont fin prêts. Oui. Mon colonel, en termes d'innovation, qu'est-ce qui est prévu pour ce 54e anniversaire du Sénégal, de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale? Cette année, Habib, nous avons déjà une innovation majeure, c'est le gain de temps. Donc, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, donc, a autorisé cette année que l'on organise un défilé avec moins de temps, avec beaucoup plus de solennité et beaucoup plus de rigueur dans l'organisation. C'est en fait la principale innovation ajoutée au thème de cette année. On ne peut pas parler, mon colonel, de ce défilé sans parler du thème force de défense et de sécurité, développement économique et social du Sénégal. Pourquoi le choix de ce thème? En fait, le thème nous a été donné dans les orientations du chef d'état-major général des armées. Et ce thème, en fait, est pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui sont un tout petit peu à la base du développement économique et social. C'est au quotidien que ça se voit. Les douaniers, les gens des eaux et forêts, les gens de l'administration pénitentiaire, tous les jours, ils sont au travail. Les militaires sont dans les frontières. La police et la gendarmerie sont dans les villes et en milieu périurbain. Alors, ces forces de défense assure la sécurité au niveau du pays, donc contribue positivement dans le développement économique et social. Mon colonel, chaque année, à la veille du 4 avril, il y a la traditionnelle retraite au flambeau. Pouvez-vous nous en parler? Alors, vous savez, la retraite au flambeau, c'est une sorte de veille d'armes pour nous. Alors, demain, c'est le grand défilé où nous devrons présenter au chef suprême des armées la maquette du défilé avec la jeunesse, avec les hommes
militaires et paramilitaires, en plus donc des engins et des moyens de travail de tous les jours. Alors la retraite au flambeau constitue pour nous, quoiqu'une tradition qu'on a héritée un tout petit peu de l'armée française, mais aujourd'hui c'est une sorte de veillée d'armes. Nous allons prendre nos torches, nous allons préparer nos étendards et nos drapeaux, et toute l'armée sénégalaise, avec une partie de la jeunesse qu'on a intégrée justement dans cette au flambeau, entre autres les rollers, encadrés par la gendarmerie et la police. Nous allons marcher dans toute la ville de Dakar, jusqu'à Pikine, jusqu'à l'île de Gorée, jusqu'à Bargny, Rufisque-Bargny, et montrer que nous sommes prêts en tout cas pour ce défilé de demain matin. Merci mon colonel. Cher Traoré, donc c'était tout. Je rappelle qu'on recevait le colonel Cheikh Ahmed Tidiane Thioune, qui est le commandant de la zone militaire numéro 1, ici à la place de l'Obélisque. À vous l'antenne. Merci Habib Mbaye. J'aurais voulu vous laisser introduire Anne-Marie Gomis, qui est tout à fait au sud du pays, à Ziguinchor. Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir cher Traoré, bienvenue à Ziguinchor. Merci Anne-Marie. Alors, quelle est l'ambiance à Ziguinchor à la veille de la fête de l'indépendance? Vous l'avez dit, donc, nous sommes ici donc sur le boulevard des 54 mètres où va se dérouler, bien évidemment, le défilé marquant le 54e anniversaire de notre indépendance. Ici, vous le savez, indépendance rime cette année avec une grande nouveauté, la zone qui s'est dotée d'une station régionale de télévision, la RTS 4 Casamance, qui sera lancée demain dans l'après-midi. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais en attendant, parlons de la fête de notre indépendance. Vous l'avez dit tantôt, Ziguinchor, à l'image des autres régions, va célébrer donc la fête de notre indépendance. Et voici en avant-goût avec donc la répétition générale qui s'est déroulée ici même hier sur l'avenue des 54 mètres. C'était en présence de Bachirba. Sur le boulevard des 54 mètres, on procède au dernier réglage. Tous ceux qui défileront le 4 avril sont présents. Tout doit être impeccable pour une belle cérémonie de célébration de l'anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Pour réussir l'événement, il faut une répétition générale. Les tout petits, les écoles élémentaires, celles moyennes et secondaires, les instituts supérieurs, l'université, les mouvements sportifs et les associations de jeunes ont tous marqué le pas, suivis ensuite par le corps militaire et paramilitaire, sous les regards des autorités de l'armée. La répétition s'est achevée avec le défilé motorisé. Les véhicules des forces de défense et de sécurité ont bouclé la cérémonie. Voilà donc en avant-goût de ce qui va se passer demain ici sur le boulevard des 54 mètres en défilé que vous pourrez suivre en direct à partir de 8h30. Mesdames et messieurs, l'événement ce 4 avril, c'est aussi le lancement de la chaîne 4, je l'ai dit tantôt. Après donc Tambacounda, la RTS poursuit et renforce sa présence à l'intérieur du pays. Ici à Ziguinchor, la nouvelle a été très bien accueillie. Vous les avez entendus dans nos précédentes éditions. Et ce soir, nous donnons la parole aux étudiants et autres acteurs de développement de la région. Ils ont aussi apprécié cette initiative. On les écoute. Nous sommes très heureux de cette initiative-là et je pense que ça va participer quelque part au développement culturel, économique et social de la Casamance. Donc ça contribuera à mettre en exergue les réalités socio-économiques et culturelles de la région sud. Nous avons espoir qu'à travers cette chaîne-là, cette thématique qui concerne globalement les personnes handicapées puisse aussi être dans le programme. Parce que les personnes handicapées sont oubliées. Quand on parle des pays aujourd'hui, les personnes handicapées ne font pas partie de cette pays-là. La RTS 4 à Ziguinchor va contribuer vivement à
une certaine appropriation de l'acte 3 de la décentralisation. Pour beaucoup de Casamançais, ils entendent très souvent parler des projets-programmes, mais ne savent pas exactement parce qu'il n'y a pas un programme spécifique qui leur permette justement de rendre compte du déroulement des projets-programmes et de la mise en œuvre de la politique de l'État justement au niveau régional. Donc RTS4 va être un outil très important. Voilà, la RTS4 Casamance, une station zonale qui va couvrir non seulement Ziguinchor, mais aussi Sédhiou et Kolda, la capitale du Fouladou. Nous nous rendons tout de suite pour retrouver Thierno Armadoussi. Bonsoir. Thierno, quelle est l'ambiance sur place ? Merci Anne-Marie Gomis, bonsoir et bienvenue à Kolda. Nous sommes sur le boulevard du quartier 6 km près de la gouvernance de Kolda. Ce boulevard mène sur la route de Pata. C'est ce boulevard qui va recevoir le défilé du 4 avril, ce sera demain. En attendant, je vous invite dans une région où il y a une chaleur accablante la journée. Dans la soirée, il y a beaucoup plus de fraîcheur. 14 000 km², 569 000 habitants. Cette région va dès demain recevoir le signal de la RTS 4 Casamance. C'est donc cette région que nous présente Awa Ndiaye. Kolda est l'une des 14 régions administratives du Sénégal. La Haute-Casamance. 3 départements la divisent depuis son redécoupage. Kolda, Médina Yoro-Fula, Vélingara. Région située au sud du Sénégal, à proximité de la frontière avec Kolda, chef-lieu régional et capitale du Fouladou, ville de près de 60 000 habitants, peuplée en majorité. C'est une ville avec son grand marché. Le nombre impressionnant de commerçants. Le commerce est l'une des activités les plus importantes. Les grandes institutions sont présentes dans la ville. La gouvernance, la mairie, la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La région de Kolda compte 9 arrondissements et 9 communes. Anne-Marie Gomis, Kolda baigne déjà dans l'ambiance du 4 avril, la fête de l'indépendance qui se prépare ici. Hier, c'était la répétition générale. Civils et militaires ont rivalisé d'ardeur et d'amour pour la patrie. C'était sous le regard attentif de Pape Madi Diop. Pour une simple répétition générale, le cérémonial militaire a été respecté avec la rigueur qui s'y est. Lieutenant-colonel David Diawara, commandant du groupe, à vos ordres, collègues. Revue des troupes par le commandant de la zone militaire numéro 6, le colonel Jean-Luc Pierre. Après un aller-retour, quelques observations et suggestions, mais gardées dans la plus grande confidentialité du cercle restreint des officiers. La deuxième revue de troupes est lancée. Mais juste une simulation du passage du gouverneur de région, représenté par le colonel Antegueye, adjoint comme zone de Kolda. Cette fois-ci, pas trop à redire. Tout est en place. Démarrage du défilé des 9 établissements scolaires inscrits au programme de cette 54e édition de notre accession à l'indépendance. Le mouvement des jeunes, avec les cœurs vaillants et envoyants, les amis de la nature, scouts, éclaireurs et Croix-Rouge, tous ont marqué le pas et bien marqué le pas. Ils se sont bien comportés et on est totalement satisfait de leur comportement par rapport à ce qu'on les a enseigné pendant ce mois. Et que dire du défilé militaire et paramilitaire? Le pas bien marqué, la cadence au rendez-vous, le balancement des bras répond à une véritable synchronisation. Vous avez vu l'allure, la démarche, la rigueur. Et ça s'est bien passé, je pense que le commandant de zone vient de me le dire. Il est tout à fait satisfait de ce qu'il a vu ce matin et il nous exhorte à faire mieux le 4 avril. Le défilé motorisé avec les véhicules de l'armée, de la gendarmerie et du GNSP a bouclé cette répétition générale de Kolda.
Alors, le lancement de RTS 4 Anne-Marie coïncide avec la fête du 4 avril qui se prépare bien à Kolda, la fête qui sera célébrée demain. Demain donc, ce sera la réalité. Ici en Casamance, la RTS 4 va commencer à émettre. Le lancement des programmes de la télévision zonale à Kolda, l'arrivée de cette chaîne est bien accueillie, elle est bien appréciée. Notre reporter Awa Ndiaye a fait un tour au quartier Sikilo. Reportage. Nous sommes à Sikilo, un quartier très célèbre de Kolda. En cette fin de matinée, chez la famille Dramé, l'équipe de la RTS a été accueillie avec enthousiasme. Nous sommes à quelques jours du lancement de la télévision régionale. Je suis très heureuse de voir cette chaîne. C'est une aubaine pour nous. En tant que Koldoise, je pense qu'on en a vraiment besoin. Toutes les facettes de la région seront visibles. Et ça, c'est une très bonne chose. L'arrivée de la RTS 4 Casamance est une occasion pour les habitants de Kolda de suivre toutes les activités de la région. En renforçant en tout cas les médias qui sont disponibles sur place, nous ne pouvons quand même que nous en féliciter. La RTS 4 Casamance jouera aussi un rôle important dans l'éducation. Les jeunes et les populations vivant dans les zones les plus reculées sont ciblées. Nous étant à des milliers de kilomètres de Dakar, ce n'est pas tous les médias qu'on a ici. Donc si aujourd'hui on a une télévision au niveau local qui rendra visible ce qui se passe dans la région et qui nous permettra de bien nous exprimer aussi au plan national. Qu'ils établissent un bon programme pour pouvoir éveiller les gens. Je crois que par rapport à cette initiative, tout le monde a applaudi. Le programme que je souhaiterais voir, c'est dans le cadre du sport, dans le cadre de la musique. Au centre des handicapés de Kolda, l'arrivée de la RTS 4 est très appréciée. Il faut qu'on ait des programmes de plaidoyer qui sont pilotés, mis en charge par les handicapés, qui sont pilotés par ces gens-là. Offrir à la population du Fouladou un service complet et adapté à leurs besoins, c'est le souhait de la télévision nationale. Les programmes les plus demandés par la population de Kolda sont la culture, le sport, la santé. Anne-Marie Gomis, c'était tout pour ce soir. On se retrouve demain. En attendant, permettez-moi de donner rendez-vous aux populations de Kolda demain à partir de 16h dans les locaux de la RTS Kolda pour bien sûr assister à la cérémonie de lancement de la chaîne 4 de la télévision nationale du Sénégal, RTS. Anne-Marie, à vous. Voilà, merci Tierno. On vous retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et bonsoir. À présent donc, cap sur Sédhiou, la capitale du Pakao, où nos équipes se sont intéressées à la cartographie socio-économique de la région et aux préparatifs du défilé du 4 avril à Sédhiou. Nous retrouvons Abbas Sow. Abbas, bonsoir et bienvenue. Voilà, merci Anne-Marie Gomis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous ceux qui nous suivent de Sédhiou. Sédhiou, la capitale du Pakao, prépare deux événements majeurs. Il s'agit de la célébration de notre accession à la souveraineté internationale, le 54e anniversaire et le lancement de la RTS 4 Casamance. Les préparatifs vont bon train et les populations du Pakao sont toutes mobilisées comme un seul homme pour en faire une réussite parfaite. Arrêtons-nous un peu pour faire la connaissance avec l'une des dernières régions créées au Sénégal. Sédhiou est érigée en région en 2008 avec une quinzaine d'ethnies et plus de 500 000 âmes y vivent. Et c'est une région qui regorge beaucoup de potentialités. Un seul hic pour son développement, l'enclavement et la mauvaise exploitation de ses richesses. Aram Daou nous présente Sédhiou, la capitale du Pakao. N'eût été son enclavement, le classement des plus belles régions ne se ferait pas sans Sédhiou. Elle est vaste, elle a de l'eau, des terres, une population très dynamique. Sédhiou et ses 10 communes, 33 communautés rurales, 920 villages ne sont que potentialités. L'une des plus belles régions de Sénégal parce que composée d'abord de 12 forêts classées, de 9 zones amodiées, n'est-ce pas? Et donc l'importance de nos ressources naturelles sont là. Le Sédhiou est traversé par la Casamance, le fleuve Casamance,
qui a un affluent qui s'appelle le Songorungu, de l'autre côté entre Sédhiou et Bounkiling. Seulement, l'enclavement est là, bien réel. Il annihile beaucoup de tentatives d'essor économique et social de Sédhiou, Goudomp et Bounkiling, les 3 départements qui composent cette jeune région du sud du Sénégal. Ce qui manque aussi à ce niveau-là, c'est l'accompagnement. Parce qu'au niveau du fleuve Songorungu, si nous avons on a des potentialités, mais il reste encore l'accompagnement de ces pêcheurs-là. Le problème numéro 1 à Sédhiou, c'est l'enclavement. L'enclavement interne comme externe. Et à tout point de vue, l'enclavement maritime, l'enclavement terrestre, n'est-ce pas, l'enclavement aérien. Ce sort déplorable, c'est la jeunesse qui en pâtit le plus. Point ou peu d'emplois dans la zone. Pathétique. À part conduire des motos Jakarta, il n'y a rien à faire ici. C'est dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, j'en passe. Tout est au point zéro ici à Sédhiou. Il n'y a qu'une seule et unique occupation, boire du thé. Le Pakao souffre mais refuse de se plaindre continuellement de son sort. Dans cette région par essence très culturelle, il y a des moments où l'on oublie tout. Le Kankourang, un des aspects qui fondent la beauté de cette partie de la Casamance. C'est notre culture. Quand les mangues fleurissent, les femmes nous demandent de faire sortir le Kankourang. Cela permet de protéger nos enfants de certaines maladies liées à la consommation de mangues vertes. Cette terre de célèbres hommes tels les ministres Dembokoli, Hassan Sek, Bala Moussa Dafé, les sportifs Double S ou plus récents encore Papis Demba Cissé, Sadio Mané veut profiter de ces richesses. Le chef de l'État doit y présider un conseil de ministres décentralisé. Il est attendu avec beaucoup d'espoir. L'espoir est permis avec l'arrivée du chef de l'État très prochainement pour présider un conseil des ministres décentralisé. Et comme pour compléter ce tableau présentation de la nouvelle région de Sédhiou, nous recevons sur ce plateau le professeur Amati Yanba. Il est le maire de Sédhiou. Professeur, bonsoir. Bonsoir. En parlant de développement, quelles sont les potentialités économiques qui existent à Sédhiou et quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour relancer effectivement le développement de la région? Au niveau de la Sédhiou est un peu c'est une région qui est très rurale. La commune est une commune pratiquement rurale, mais les potentialités sont là parce que c'est une région qui, au plan de l'arboriculture, il y a une production fruitière qui est relativement importante. Mais vous pourrez le constater, comme vous serez là maintenant sur place, que souvent les mangues pourrissent sur place, que les autres fruits ils pourrissent sur place parce qu'on ne peut pas les sortir. Il faudra, nous parlerons de tout ça certainement avec M. le Président de la République quand il sera là. Justement, à l'instar des autres capitales régionales du Sénégal, Sédhiou s'apprête à fêter le 54e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Tout est fin prêt ici à Sédhiou pour un succès éclatant de cette fête nationale. Suivons le compte-rendu portant sur la répétition de cette fête avec vous, Alun Badara Khan. Pareil aux couleurs nationales, la place de l'indépendance de Sédhiou est une étape incontournable. Le parcours est bien délimité. Tout est prêt. Le test grandeur nature pour le défilé du 4 avril peut démarrer. Les majorettes ouvrent le bal. Honneur aux civils, en particulier les braves anciens combattants. Derrière, la relève suit, prête à assurer son rôle dans le futur. Les tout petits défilent avec fierté. Le passage des motos Jakarta est le bouquet final du défilé civil. Place aux militaires et paramilitaires. Le détachement du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui imprime le rythme. Pour les défilés à pied, il y a évidemment l'armée nationale. Ensuite, il y a la brigade nationale des sapeurs-pompiers à travers sa compagnie qui est à Sédhiou. Et il y a aussi les agents de sécurité de proximité.
Maintenant, il y a la gendarmerie qui va s'occuper du service d'ordre. Les dispositions, en tout cas, sont en train d'être prises pour donner une belle fête à la population de Sédhiou et à tout le Sénégal. Sur toute l'étendue du territoire national, le défilé du 4 avril permet de renforcer la cohésion entre militaires et civils. C'est pourquoi ici à Sédhiou, le concept armée-nation est un mot d'ordre appliqué à la lettre. C'est à partir de ce boulevard de l'Indépendance, Anne-Marie Gomis, que nous vous rendons l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis de Sédhiou. Rendez-vous est pris pour demain pour un autre journal qui va retracer un tout petit peu la ville de Sédhiou, mais aussi qui va plonger Sédhiou au cœur du dispositif de la RTS 4 Casamance. Merci Abasso que nous retrouvons également demain. À signaler que Sédhiou fait partie des zones couvertes par la RTS 4 Casamance. Je rappelle qu'il sera lancé demain dans l'après-midi. Retour ici même à Ziguinchor pour parler d'un tout autre sujet. Le tourisme, un secteur qui a longtemps fait les beaux jours de la région casamançaise. Aujourd'hui, le secteur va très mal. Au Cap Skirring, par exemple, il connaît d'énormes difficultés. Fatou Diouf est allé sur place pour faire le constat. Regardez. Voilà l'élément de Fatou Diouf apparemment qui n'est pas encore en place. Je rappelle que l'élément allait nous faire le point donc sur la situation du tourisme au Cap Skirring, un secteur qui connaît actuellement où s'est rendu Fatou Diouf pour nous faire le constat. Si l'élément est prêt, on va suivre ce reportage de Diouf au Cap Skirring. Cap Skirring, cité balnéaire. Le paysage est magnifique, paradisiaque. Soleil, ballon, cocotiers, palmiers, un cadre enchanteur qui a tout pour plaire aux visiteurs. Derrière cette beauté se cachent des difficultés. Le tourisme est à genoux dans cette zone tant prisée par les touristes. Voilà une décennie que Cap Skirring est frappé par une cascade de fermeture. Le Savannah et le Cabrousse sont le symbole de cette décadence aux conséquences néfastes. Ici, c'est plus de 500 jeunes qui sont au chômage. On avait 7 à 8 vols par semaine. Donc le tourisme, c'était un profit pour tous les autochtones. Parce qu'en dehors de ceux qui travaillent directement dans l'hôtel, il y a ceux-là qui font du potager ou autre chose et qui peuvent vendre aux hôteliers. Donc ça leur permettait un peu de gagner un tout petit peu. Voilà, mais aujourd'hui, on a perdu tout ça. Guide touristique hier, chômeurs aujourd'hui, au Cap, ces jeunes se sont rendus à l'évidence. Leur métier est tout aussi frappé par la crise. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout le long de la plage de Guemberin jusqu'à Cabrousse, vous rencontrez quand même peut-être 2 ou 3 touristes. Tel n'était pas le cas à l'époque. C'est ce qui fait que peut-être nous qui travaillons avec le tourisme, on souffre énormément. Artisans et vendeurs d'objets d'art ont également vu leur chiffre d'affaires baisser. Fanta fréquente cette plage depuis plus de 15 ans. Elle pouvait gagner entre 200 à 300 000 francs CFA par jour. Aujourd'hui, elle n'arrive même plus à faire 30 000 francs CFA de recettes quotidiennes. Depuis ce matin, j'ai pratiquement rien vendu. Il n'y a plus de touristes par ici. En exposant à l'hôtel, on pouvait avoir jusqu'à 250 000 francs jour, mais ce n'est plus le cas. Hier, j'ai vendu que 2 €, c'est l'équivalent de 20 000 francs CFA.